Bonjour à tous. Alors, notre mission à Joanne et à moi-même, c'est de vous parler de l'oxygénothérapie et des APA. Donc, on va essayer de chanter la partie théorique. Si vous avez des demandes par la suite, on essaiera de répondre à vos questions. On a essayé de faire du concret avec des cas et des possibilités. Et on attend vos questions et surtout vos suggestions par rapport à ce que vous feriez pour que ça soit un petit peu interactif. On essaye de faire ça en 12 minutes. Courage. Donc la partie théorie, je vais faire très vite. Juste pour rappeler que voilà, avec la mucoviscidose, on a une obstruction et l'air en fait qui a du mal à être transmis au niveau des alvéoles. Et du coup, on va avoir petit à petit une dégradation de la fonction respiratoire. On va avoir un essoufflement qui va être présent notamment à l'effort. Voilà, je vais chanter, je vais faire très vite sur ça. Plus la maladie évolue, plus l'hypoventilation alvéolaire sera présente et on va avoir apparition d'une hypoxémie. L'hypoxémie, donc, c'est la baisse des échanges gazeux au niveau alvéolaire. Souvent, la PO2, on la considère inférieure à 60 mm de mercure, ça avec un gaz du sang, je pense que vous connaissez tous. Au niveau, de manière générale, on constate cette désaturation, cette hypoxémie quand le VEMS est inférieur à 50% et quand la DLCO est inférieure à 80 voire 65. Donc ça, c'est théorique. Ça, je vais passer. Alors, oui, généralement, on voit que la désaturation, la supplémentation en oxygène à l'effort, elle prévient la désaturation. Elle apporte au patient un confort respiratoire qui est plus présent, je pense, chez les enfants. Chez les adultes, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, elle n'améliore pas la performance. Quand on met en place l'oxygénothérapie, par exemple sur un test de marche, on voit que le test de marche reste identique en termes de distance, mais en termes de sensation, le patient peut avoir une amélioration en termes de dyspnée. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la théorie ? Au niveau de l'hypercapnie, oui. On en reparlera peut-être un peu plus sur un cas concret. Il faut savoir que l'apport d'oxygène peut faire augmenter l'hypercapnie. L'hypercapnie, c'est la présence excessive de gaz carbonique dans le sang. C'est aussi lié à l'hypoventilation alvéolaire. Et là aussi, plus la pathologie, la maladie est avancée, plus l'hypercapnie peut être présente. Voilà, de manière générale, je pense que oui, alors l'hypercapnie, ça fait souvent très peur aux patients, et c'est pour ça aussi. Et au niveau du corps médical, c'est pour ça que parfois vous avez des oxygénodépendants à qui on ne recherche pas forcément une SAT à 97-96%. On les laisse, on les maintient volontairement aux alentours de 94%. C'est largement suffisant parce que ça provoque une fatigue qui ne va pas être compensée, d'où l'hypercapnie qui suit. Donc c'est souvent des questions qu'on nous pose et on va essayer de voir dans le cas concret comment on peut y répondre. Là, quelques illustrations des différents portables à oxygène que les patients peuvent utiliser pendant la pratique ou sur de la déambulation quotidienne. Alors, on a essayé de définir 3 actions, 3 modes d'intervention au niveau des APA, avec 3 types de patients différents, avec ces difficultés, évidemment, qui ne sont pas les mêmes. Premier patient, c'est un patient oxygénodépendant, à qui on prescrit de l'oxygène de déambulation et nocturne, et qui le met. Ça, c'est la première étape. Elle est appliquée, c'est un patient sur lequel ça va être relativement facile à gérer. Deuxième patient que l'on rencontre de plus en plus, c'est des patients non observants, c'est-à-dire des patients à qui on a prescrit l'oxygénothérapie nocturne et de jour et qui ne la mettent pas. Donc le but de de nos conseils, c'est qu'ils puissent ne serait-ce que la mettre et l'utiliser et qu'ils suivent les prescriptions. Et puis après, pour certains, on a parfois, parce que dans le milieu pédiatrique ça existe,
dans le milieu adulte, manifestement moins, c'est qu'on a des prescriptions qui sont faites pour la nuit et pas forcément pour le jour. Donc c'est aussi de pouvoir arriver à une prescription de jour et de déambulation. Troisième cas, c'est les patients qui a priori n'ont pas d'oxygénothérapie et qui vont, lors de nos activités, montrer une désaturation, et donc là on va être point d'alerte au niveau du corps médical et comment réagir et comment faire. Donc on va essayer de voir ces 3 cas. Je laisse Joanne pour le premier. Alors le premier cas, donc on va prendre un patient qui a un VEMS à 40%, il débute un stage de réentraînement à l'effort, il a déjà une prescription d'1 litre à l'effort, il n'en met pas au repos. Quand on reçoit le patient, on voit que sur le test de marche, il désature à 90 en fin de test, d'où la prescription d'1 litre à l'effort. Son essoufflement, il est perçu tout de même comme léger en fin de test. Non, elle est modérée, pardon. L'essoufflement est léger en fin de test et sa perception de l'effort est modérée. Le patient, dans son quotidien, il l'utilise pour se déplacer, pour ses activités de la vie quotidienne. Voilà, donc on commence à prendre le patient en charge. On prend sa saturation, elle est à 94% en air ambiant. On débute une séance par exemple sur vélo avec la prescription des 1 litre. On va faire ce réentraînement sur vélo au niveau du seuil ventilatoire. Donc à la fois en termes de sensation du patient, on va essayer que son essoufflement soit modéré et via un contrôle cardiofréquence-mètre, on va essayer de se rapprocher des 65% de la fréquence cardiaque max. Et voilà, ce jour-là, on note une saturation qui a tendance à baisser 88-89%. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a une prescription d'1 litre à l'effort. Qu'est-ce qu'on fait en cas concret? Est-ce qu'on on va faire lever les doigts? On diminue l'intensité de l'effort ou est-ce qu'on augmente justement cette prescription d'oxygène? Qui diminue l'effort? Lever. C'est une interro-surprise en fait. Ouais, non mais c'est juste pour savoir. Qui diminue l'effort? Qui augmente l'oxygène? Voilà. Ok. Donc vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes pratiques. Donc nous, c'est notre réponse personnelle. Nous, on aurait tendance à augmenter l'oxygène pour plusieurs raisons. Parce que de une, le patient, quand il fait l'activité, donc on le voit, il a un essoufflement qui est modéré. Donc il n'est pas non plus dans une intensité qui est trop intensive. Si on diminue l'intensité, l'effort il sera plus au seuil d'entraînement. Donc l'intérêt de faire ce réentraînement sur vélo n'aura plus de réel impact au niveau cardio-respiratoire. Donc ce qu'on va plutôt préconiser, c'est d'augmenter un peu l'oxygène et surtout de faire aussi une éducation à la respiration, à la ventilation, à l'effort, qui peut-être va aider justement le patient à faire remonter sa saturation pendant la pratique sportive. Voilà. Le patient aussi, le fait de pratiquer de manière régulière va faire que le patient va se retrouver moins essoufflé pendant la pratique et on utilisera le débit d'oxygène qui lui conviendra pour pratiquer justement dans ce seuil cible. Alors, par contre, après l'activité physique, alors sur les tâches, par exemple du quotidien, on peut noter que le patient va garder ses 1 litre de prescrit. Ça va être vraiment sur certaines tâches, certaines activités physiques où l'intensité est plus élevée, où on va monter à 2 litres. Et par contre, comme il n'a pas de prescription d'oxygène au repos, tout de suite après l'activité, si la saturation reste correcte, on va diminuer l'oxygène jusqu'à même l'arrêter après l'effort. On fera peut-être un petit point en fin de présentation si vous voulez échanger sur les différents cas.
Alors, deuxième cas, un patient avec une prescription d'oxygénothérapie et nocturne et de jour. Il vient dans le cadre d'un bilan. Il doit faire une réhabilitation ou il doit faire des séances d'activité physique. Voici le résumé de notre entretien. Donc, il utilise l'oxygène de déambulation que en récupération dans la journée. Alors, il l'utilise jamais pendant l'effort, jamais aux yeux de tous, mais par exemple pour récupérer après avoir fait ses courses, après une marche avec des amis, pendant ses pauses au travail, dès qu'il rentre à la maison. Donc l'oxygène, il est utilisé comme récupération pour récupérer de ses efforts et il n'est jamais visible à l'extérieur, il n'est jamais transporté à l'extérieur. Donc ça peut être au domicile, chez les familles. Johan avait même un patient qu'il avait dans sa voiture. C'est-à-dire qu'il allait faire des pauses dans son travail, mais l'oxygène était dans la voiture. Voilà. Moi, j'ai un cas d'enfant qui avait 3 étages d'escalier à remonter de l'école, mais qui avait l'oxygène en haut de l'escalier, jamais en bas, avec des SAT catastrophiques, mais ne désirant pas le mettre. Et la raison, parce qu'on essaye de demander aux patients pourquoi ils ne met pas, première chose, c'est lourd à transporter, c'est pas forcément pratique. Certains patients, en particulier chez les adultes, disent qu'ils ne ressentent pas forcément les bénéfices et le regard des autres. Donc là, c'est comment faire avec ce patient. Ben déjà, il faut revoir avec ce patient la notion même de l'intérêt de l'oxygénothérapie. Par l'éducation, par l'administration d'oxygène, on prévient la désaturation et surtout on respecte une prescription. Ça, c'est la première des notions. Si on met de l'oxygénothérapie, c'est pas pour rien. C'est que quand un patient désature, il se met en danger. Alors, il faut essayer de lui faire comprendre cette notion de danger, alors à la fois par un apprentissage, par une compréhension de ce qui se passe, et puis après, nous, on a l'avantage, d'un point de vue sportif, de pouvoir comparer avec la notion, moi ce que j'utilise comme notion, c'est la différence entre la notion de fatigue et la notion d'épuisement. Quand on se fatigue, on récupère, et puis on peut redémarrer, il n'y a pas de conséquences sur votre quotidien. Par contre, l'épuisement, vous avez beau vous récupérer, vous reposer, quand vous redémarrez, vous n'avez pas la même qualité de vie. Et c'est sur ces points-là, dans leur quotidien, qu'il va falloir insister. Donc l'apprentissage et l'éducation, à la fois pour le repos, pour essayer de maximaliser leur fonction respiratoire dans leur qualité de vie, voire à l'effort. Alors, il se trouve que parfois, ça arrive, on a des patients qui resaturent à l'effort. Ça arrive à une seule condition, en général, c'est qu'ils ventilent extrêmement bien. Donc, on peut aussi négocier avec le patient le fait qu'ils ventilent extrêmement bien pendant toute leur journée, ce qui va leur permettre d'éviter l'oxygène, mais s'ils ne font pas attention à cette désaturation quotidienne, ils s'épuisent. Et là, c'est une mise en danger. Donc, la resaturation, c'est possible. Par contre, quand il n'y a pas de possibilité de resaturer, eh ben, il faut mettre en place la prescription. Alors, la mettre en place pendant l'activité et avec eux, la mettre en place, et pour ceux qui font du domicile, la mettre en place dans le quotidien. Et là, c'est plus compliqué. Il faut aller avec le patient à l'extérieur. Alors, dans mon cas, avec les enfants, souvent, c'est le regard de l'autre. Le lourd, le pratique, il s'en fiche un peu. Par contre, le regard de l'autre, c'est terrible. Donc, au niveau des enfants, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'abord conseiller de faire la différence entre avec oxygène et sans oxygène. Et là, chez les enfants, c'est naturel, ça va beaucoup mieux. Mais le regard de l'autre est plus important. Donc la première chose, c'est d'aller tester dans leur quotidien l'oxygène sans le regard de l'autre, c'est-à-dire dans un coin paumé. La deuxième attitude, c'est de travailler avec l'oxygénothérapie dans un coin où ils ne connaissent personne. Exemple, le centre commercial, mais pas de leur commune, la commune à côté. Je vous pose une question à vous tous. La dernière fois que vous avez été faire vos courses, combien de cannes vous avez vues chez les personnes que vous avez croisées ? Des cannes. Des gens qui se baladaient avec une canne. Personne n'y a fait attention. D'accord. Eh bien, sur les lunettes d'oxygénothérapie, alors, peut-être moins en campagne, mais en tout cas en Île-de-France, personne ne la voit. Personne n'y fait attention.
Et le fait qu'il y ait ce déclic, que les gens ne fassent pas forcément attention, ça peut modifier le regard de l'autre. Mais ça, c'est sur des inconnus. Et puis après, au niveau des enfants, nous, ce qu'on conseille, c'est de redémarrer, parce qu'ils ont eu des hospitalisations, ils ne sont pas bêtes, c'est de redémarrer soit une année scolaire, soit une période après vacances, avec leur oxygène à l'école, parce qu'ils vont avoir une journée où il va falloir qu'ils expliquent, et puis après, ça sera fini. Mais ça, psychologiquement, c'est très compliqué. Et puis après, il y a notre côté à nous, de déontologie, c'est que si ça désature, on arrête l'activité. Et ça, le patient, il faut qu'il le comprenne. C'est-à-dire que ça veut dire aussi qu'il va se limiter dans sa fonction de la journée. Le troisième cas, donc là c'est un patient pour qui il n'y a pas d'oxygène de prescrit. Il vient en réentraînement à l'effort suite à une incitation de l'équipe médicale. Il n'y a pas un test de marche qui a été fait récemment. Donc nous, en première séance, ce qu'on va faire, c'est lui faire justement ce test de marche. On constate qu'il désature à 92% pendant ce test. Voilà, on est vraiment au niveau de la limite. On continue du coup les exercices et on observe que le patient va désaturer pour des activités qui sont un peu plus intensives. Donc qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est un patient qui va rentrer dans un cycle de plusieurs séances. Est-ce qu'on poursuit le programme avec ou sans oxygène? Est-ce qu'on lui en parle tout de suite, oui ou non? Voilà. Ça, c'est tout le questionnement, tout le cheminement qu'on pourrait rencontrer. Donc, de manière générale, ce qui va être super important, c'est de faire une surveillance accrue justement de sa saturation pendant la séance, la première séance et les autres qui vont suivre. Faire le point surtout avec lui si en ce moment il est plus encombré ou plus fatigué, qui pourrait éventuellement orienter vers une infection, un encombrement qui conduirait vers cette désaturation actuellement. Il faut également du coup en parler à l'équipe médicale pour savoir un peu si on administre tout de suite ou non l'oxygène, ou si dans un premier temps on fait en sorte de proposer des exercices moins intenses pour que le patient ne soit pas sous oxygène dès cette première séance ou dès la séance suivante. Donc là, on sait que l'introduction d'une oxygénothérapie n'est pas une chose évidente. Par contre, quand on l'introduit via l'activité physique ou l'effort, c'est souvent mieux accepté, mieux perçu par le patient que lorsqu'il est prescrit de manière, on va dire, sans constatation directe via, par exemple, un exercice physique. Donc moi, je fais souvent le test de l'escalier. Je pense que c'est souvent utilisé avec les APA pour montrer justement l'intérêt de l'oxygène sur ce type d'effort. Alors en pratique, quelle activité pratiquer avec l'oxygène? Alors ensuite, ça va en fait beaucoup dépendre de vos contraintes et de vos actions. Quand on est dans une salle de réhabilitation avec de l'oxygène mural, on a peu de contraintes. On peut jouer sur les débits, sur les bouteilles à l'hôpital qu'on peut emmener, etc. À l'intérieur, on va plutôt favoriser des exercices avec des petits déplacements, des squats, des steps, des renforcements musculaires ou du vélo sur lequel on va pouvoir jouer sur les débits. À l'extérieur de la marche du vélo avec éventuellement des paniers ou éventuellement avec un transporteur, ou alors c'est l'APA qui joue parfois le transporteur de la bouteille d'oxygène quand ça pèse vraiment lourd. Ça, il faut y faire attention. Et puis pour les activités APA, le badminton avec un sac à dos, il faut en tenir compte. Mine de rien, ça pèse lourd, ça bouge.
Ça doit rester vertical pour certains, sinon vous avez un bruit dans les oreilles monumental. Et puis faites attention aussi parfois au bruit que font les oxygènes, c'est les appareils d'oxygène. Le bruit, des fois, empêche que l'enfant ou l'adulte entende vos consignes. Donc, sur certains, ça peut aussi être gênant par rapport aux patients. Les difficultés rencontrées avec l'oxygénothérapie, donc l'autonomie, le poids du portable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès, mais ça reste encore quelque chose de... Alors, soit on limite dans le temps, soit effectivement, ça peut être du matériel qui est lourd. La gêne avec des contraintes dans les activités de la vie quotidienne, avec des déplacements et une mobilisation du tronc, parce que dès que le tronc bouge, l'appareillage va bouger et ça crée des soucis. Le regard des autres, mais là c'est pour tout le monde, c'est pas que pendant l'activité physique. Quoique, c'est un petit point positif au niveau de l'activité physique, c'est-à-dire que ça valorise le patient de pouvoir faire des activités physiques adaptées avec son oxygène et d'être vu comme un sportif et pas forcément comme un patient. Alors par contre, une des contre-indications, moi j'ai jamais vu encore de patients en faire beaucoup, c'est l'accès à la piscine, puisque l'oxygénothérapie en piscine, c'est très 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 compliqué. J'ai vu des centres faire en SSR, mais sur une piscine municipale, moi j'ai pas eu d'expérience, en tout cas avec les enfants. Une fois l'oxygénothérapie mise en place, attention à ne pas être accro au saturomètre. Et puis, pour finir, par rapport à ce petit matériel, faites attention au matériel que vous utilisez. Les petits saturomètres, le premier que vous voyez sur la photo, les saturomètres au doigt, ils sont magiques, ces petits appareils, sauf qu'ils ont un gros défaut, c'est qu'ils marchent très très bien, mais au repos. Dès que vous avez une activité physique de mobilisation de la main, des bras, vos saturations peuvent être archi-fausses. Alors, s'ils étaient archi-fausses de manière régulière, ça serait super. Le problème, c'est qu'en fonction des patients, en fonction de l'activité du patient, en fonction de la température extérieure, etc., ils ne sont pas forcément fiables. Donc, pour ceux qui font des activités en extérieur, sachez que leur petit matériel qui est très pratique et qui ne coûte pas très cher, il est valable pour le repos, mais à l'effort, il vaut mieux préférer... Alors, évidemment, l'investissement, il est beaucoup plus cher, mais l'appareillage où le doigt est complètement indépendant, il y a plusieurs systèmes, hein, parce que là, le doigt est vraiment bien coapté et la saturation reste fiable pendant l'effort. Donc ne vous affolez pas avec les pratiques que vous avez si vous rencontrez des saturations qui ne sont pas logiques. Et si vraiment vous êtes tout le temps à l'extérieur et tout le monde et que vous voulez vraiment surveiller une saturation en mouvement, préférez des appareils où le doigt est indépendant des informations qu'il donne. Et on va laisser une petite place à la discussion, si on y arrive. Et on vous remercie pour votre attention. On a rattrapé. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience? Je vous en ai certainement beaucoup, mais... Voilà. Est-ce que déjà les 3 cas, vous les avez identifiés dans vos pratiques ou jamais? Je pense souvent. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cas pour lesquels vous avez eu... Bonjour, Corinne Laurent, je suis kiné au CRCM adulte de Grenoble. Sur votre 3e cas, j'aurais voulu savoir ce que vous aviez décidé de faire. Oui, alors sur le 3e cas, en fait dans un premier temps, sur la première séance, on aurait tendance à diminuer l'activité, voir un peu le profil du patient, s'il aurait tendance à accepter rapidement l'administration de l'oxygène. Après discussion du médecin. Alors là, dans ce cas-là, c'est un patient qui venait par exemple 2 fois par semaine. Donc ce qu'on aurait pu penser, c'est mettre en place l'oxygénothérapie la 2e semaine sur un réentraînement de 8 semaines. Sur la première semaine, on n'aurait pas instauré l'oxygénothérapie, on aurait attendu de voir si sur les prochaines séances, on aurait une saturation qui remonte. Mais voilà, on va pas en tout cas faire le réentraînement à l'effort avec une saturation qui resterait en dessous de 90.
Alors oui, je suis d'accord par rapport à quand il désature en dessous de 90. Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir ce patient après le test de marche, si sa saturation était plus importante à la récupération qu'au début du test de marche. Parce que c'est là où vous allez plutôt adapter vos séances pour pas qu'il désature et pas mettre d'oxygène. Ouais. Et puis petit à petit qu'il récupère. Ouais, effectivement, plus on voit si... Voilà. Et puis la récupération musculaire aussi va jouer un rôle. Peut-être que ce patient, je ne sais pas si vous êtes parti, il avait 95 de SAT, il a désaturé à 92. Peut-être qu'en récupération, il est remonté à 96. Donc j'aurais pas fait le même choix en fonction de... Enfin, c'est par rapport à mon expérience. Voilà. Je pense que c'est le bon raisonnement. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a certains patients qui désaturent très rapidement aussi à l'effort et en fonction aussi du type d'activité. Sur les activités portées sur le vélo, par exemple, quand on est sur le poids de corps porté, on a tendance à moins désaturer, enfin les patients ont tendance à moins désaturer de manière générale que sur la déambulation, la marche. Et c'est vrai qu'on peut aussi adapter l'effort et l'activité en fonction du type d'activité choisie. Alors moi par contre j'ai une autre approche parce que je suis en hospitalier et donc je suis pas en SSR et quand j'ai des désaturations je vais immédiatement chercher une bouteille d'oxygène puisqu'on est dans le cadre des hospitalisations donc plutôt de l'urgence et j'explique que cet oxygène peut être de manière temporaire parce qu'il est en période d'exacerbation et qu'il faudra le tester en sortant et c'est parfois ce que les internes me demandent quand il y a des enfants qui sont limites, c'est de pouvoir commencer à leur parler d'oxygénothérapie, pas par rapport à un traitement, mais par rapport à leur quotidien et par rapport à l'activité musculaire. Parce que dans l'éducation thérapeutique qu'on fait, le fait d'expliquer aux enfants que le besoin du muscle, c'est de l'oxygène et des sucres lents, ça permet beaucoup plus facilement d'introduire de l'oxygénothérapie, en tout cas pour la période musculaire. C'est plus la même chose dans la vie courante. Donc après, c'est à discuter avec l'équipe médicale. Mais dans le cadre hospitalier, j'ai plutôt tendance à mettre de l'oxygène, même si ce n'est que pendant une période, pour qu'au moins ils soient sensibilisés et que le discours soit cohérent entre ce qu'on leur explique en éducation, ce qu'on leur demande à l'hôpital, parce qu'on les surveille en permanence, et que si vous faites une activité et que ça désature, ils trouvent ça incohérent, les enfants. Mais là... là on met. Et puis dès que ça va mieux, on réenlève. Mais c'est une particularité dans l'urgence. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites. Par contre, je ne vois pas l'intérêt de faire du réentraînement à l'effort sur un enfant qui vient en exacerbation et qui est hospitalisé peut-être pour une cure antibiotique et peut-être de lui mettre rapidement comme ça de l'oxygène. Peut-être qu'il faut peut-être attendre qu'il soit bien drainé, qu'il récupère et peut-être de faire un point un peu plus tard. Ça me paraît violent de proposer si rapidement l'oxygène. Non, mais c'est au cours de l'hospitalisation. C'est pas la troisième journée. Non, moi je n'interviens que sur prescription. Donc, quand l'enfant n'a pas bougé depuis longtemps ou qu'il a eu la cure mise en place quand il y a cure, qui a eu les 3 séances de kiné par jour parce qu'il avait besoin d'être désencombré et je vais intervenir peut-être à la fin de la première semaine. Ouais, bien sûr, mais même dans le cadre de la première semaine, on peut intervenir à mettre de l'oxygène. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ah, il y a encore une question. Juste pour rebondir, c'est vrai que quand on est en hospice, on peut quand même commencer le réentraînement, que ce soit avec de l'électrostimulation ou avec des exercices au lit. On peut quand même commencer, même si le patient il est plus encombré ou autre. Moi, c'est ce qu'on préconisait. Après, comme tu disais, par rapport à l'oxygénothérapie, de commencer par l'explication que tu fais avec tes patients, que j'ai repris moi, en expliquant l'intérêt de l'oxygène pour les muscles et les nutriments, de passer après par la phase expérimentation en faisant un test de marche sans oxygène, et on utilise le Blue Night. Donc on a la courbe et la saturation et la fréquence cardiaque qui sont en couleur, et de recommencer le test avec l'oxygène. Comme ça, ils voient vraiment leur courbe qui est complètement modifiée. Ça les motive, parce que c'est vrai qu'ils sont
tous motivés par un chiffre, que ce soit par le VMS ou la saturation. Et quand ils voient que ce chiffre est meilleur, et ben pour eux, ils voient, enfin, en tout cas, c'était le cas avec mes patients, ils voient d'autant plus l'intérêt de le faire. C'est là où la psychologie de l'enfant et de l'adulte peut être un peu différente. Une dernière question. Qui a kidnappé le deuxième micro? C'est là. Monsieur là-bas. Merci. Quiz Radio Données, éducateur médico-sportif à l'hôpital de Strasbourg. Alors moi je voulais poser la question parce que j'interviens dans le cadre de réentraînement à l'effort. Je travaille à 3 endroits différents et je voulais poser la question parce que j'ai entendu parler des antibiotiques. Normalement nous on a une interdiction totale de faire le travail de réentraînement à l'effort aux patients qui sont sous les antibiotiques. Je voulais voir dans votre cas comment vous faites. Alors non, c'est pas le cas. Ce serait du compliqué, hein, je pense. Parce que nous, nos patients, ils sont souvent en cure à l'hôpital. Donc, si on attend qu'ils aient fini la cure pour leur faire de l'activité, c'est absolument impossible pour nous. Par contre, là où ça arrive, c'est quand on introduit des nouveaux antibiotiques et qu'ils ont une surveillance et cardio et respi pendant une introduction d'un nouveau médicament. Là, oui, on attend la surveillance parce qu'il peut y avoir... Ou alors dans le cas de bolus de corticoïdes, où il y a une surveillance spécialisée pendant ce temps-là, c'est le seul moment où on n'a pas d'activité. Sinon, le reste du temps, au contraire, on essaye de les bouger. Même si ce n'est que dans leur chambre, c'est pas l'antibiothérapie qui joue. Après, il y a quand même certains antibiotiques qui sont reconnus pour des forts risques de tendinopathie. Je pense au Siflox notamment, sur lesquels il faut être un peu plus prudent, quoi. Dans le cadre hospitalier, on redémarre du début. On n'est pas au bord de la mer à pouvoir faire du paddle hein, quand on est dans le cadre hospitalier. Hein. On recommence dans la chambre, on sort de la chambre, on va éventuellement sur un vélo, sur un tapis roulant. Donc, sinon, ils sont plus en hospitalisation, ils partent chez eux, ils sont en activité ou en SSR. Donc, l'activité est toujours modérée en hospitalier pur.